Imaginez un homme au regard d'acier. Chapeau de feutre vissé sur la tête et revolver à la ceinture. Un cow-boy qui a passé 10 années à dompter l'Ouest. Et quand il revient chez lui, il découvre que la terre de ses parents a été volée par un escroc. Imaginez un duel au soleil en plein village où l'adversaire est un chasseur de primes spécialement engagé pour l'abattre. S'ensuit une traque impitoyable dans la forêt, une cavale de plusieurs mois où les agences de détectives, dont la célèbre Pinkerton, et les chasseurs de primes sont lancés aux trousses d'un hors-la-loi qui commence dangereusement à tousser. Une prime de 3000 $ est posée sur sa tête, mais la population locale refuse de parler. Vous vous diriez sans doute que le scénario de ce Red Dead Redemption est déjà vu, non? Alors détrompez-vous. Je ne vous refais pas l'histoire d'Arthur Morgan ou d'un bandit de l'Arizona. C'est sur les terres gelées du Québec, de la fin du 19e siècle, entre les villages de Milan et de Lac-Mégantic, que nous partons suivre la cavale très controversée de Donald Morrison. Aujourd'hui, on découvre l'histoire du dernier vrai hors-la-loi du Québec. Bienvenue sur RTVA. Situé dans la région sauvage et accidentée de l'Estrie, au sud-est du Québec, Mégantic se dresse au cœur des Appalaches, à la frontière du Maine, là où la forêt est si dense qu'elle dicte sa propre loi. Pour comprendre l'étincelle qui a mis le feu aux poudres à Mégantic, il faut d'abord comprendre la terre. Les parents de Donald font partie de cette vague d'immigrants écossais venus s'installer dans les cantons de Bury et Lingwink vers 1840. Dans ces communautés des Highlands transportées au Québec, on vit en circuit fermé. On parle gaélique et on cultive un sens de l'honneur qui ne pardonne pas l'insulte. Donald naît en 1858 au sein d'une famille nombreuse dans ce milieu austère. Mais derrière l'image d'Épinal de la solidarité écossaise, la famille Morrison est une poudrière. Les relations entre Donald, son frère aîné Malcolm et leur père Murdo sont toxiques. Les tensions fraternelles sont telles qu'en 1881, Malcolm finit par quitter la ferme contre une compensation financière, laissant un vide et des dettes. À 20 ans, Donald choisit aussi l'exil. Mais c'est vers l'ouest que ses pas vont le guider. Pendant 10 ans, il parcourt les ranchs de l'ouest du Canada et des États-Unis. C'est là qu'il forge son identité de cow-boy. Il apprend le maniement des armes et la mentalité de l'ouest. Il économise chaque dollar dans un seul but. Sauver l'honneur de la lignée en rachetant la terre familiale. Durant ses années de travail, il enverra également de l'argent à son père pour compenser ses dettes. En 1886, Donald revient au pays avec près de 500 $ en poche. Une petite fortune pour l'époque. Il croit pouvoir régler les problèmes de son père, mais il se heurte à un mur, le loup du village, le major Malcolm McAuley. McAuley n'est pas qu'un prêteur, il est le maire de Mégantic. C'est un homme de pouvoir qui maîtrise les lois et les textes, contrairement à Murdo Morrison qui est quasi analphabète. Et puis Murdo maîtrise mieux le gaélique écossais que l'anglais. Profitant de la vulnérabilité du père, Macaulay insère des clauses abusives dans le contrat d'hypothèque que ce dernier ne peut qu'à peine décrypter. Quand Donald tente d'intervenir avec ses économies pour éponger la dette, il est trop tard. Macaulay exige le paiement intégral immédiat. Par une manœuvre juridique perçue comme un vol pur et simple par la communauté, les Morrison sont expulsés. Pour Donald, le sentiment de trahison est total. Il a été floué par un homme de son propre sang, un autre Écossais, et par un système légal qui protège les riches. Expulsé, Donald ne quitte pas les lieux pour autant. Il rôde. La ferme est vendue à une famille canadienne-française, les Duquette. Mais Donald les considère comme des intrus sur sa terre. Il faut comprendre qu'il a adopté la mentalité de l'Ouest et qu'une injustice comme celle-ci doit être réglée. Il commence par des menaces, puis passe à l'acte. Un coup de fusil dans l'horloge de la maison, une grange qui s'enflamme, puis la maison familiale qui finit ensemble. Le cow-boy est désormais un criminel aux yeux de la loi, mais un vengeur aux yeux du peuple. La traque peut commencer. Après l'incendie de la ferme, Donald Morrison n'est plus seulement un fils dépossédé, c'est un homme traqué. Macaulay ne compte pas se laisser intimider par ce cow-boy qui rôde dans les bois. Pour mettre fin au harcèlement, la justice locale décide de frapper fort en engageant un homme de fer, Lucius Jack Warren. Jack Warren n'est pas un policier de carrière du Québec. C'est un guide et un chasseur de primes américain. Pour lui donner une légitimité légale, le juge de paix Joseph Morin l'assermente à la hâte comme un constable spécial. Warren reçoit le mandat d'arrêt avec une mission claire, arrêter Morrison pour qu'il soit jugé. 22 juin 1888, 15h.
Le soleil de l'après-midi plombe sur le village de Mégantic. Donald Morrison, sans doute persuadé que son mandat d'arrestation est expiré, sort de la forêt et marche dans la rue principale. Il porte son chapeau de cow-boy et son revolver comme il l'a appris dans l'Ouest. Devant l'hôtel American, les deux hommes se retrouvent face à face. Un silence de mort s'abat dans la rue Maple alors que les clients de l'hôtel retiennent leur souffle. La tension est palpable. Warren, la main près de son arme, somme Morrison de se rendre. Morrison refuse, exigeant qu'on le laisse passer. En une fraction de seconde, le silence du village est brisé. Morrison dégaine avec la rapidité d'un tireur de ranch. Une seule balle est tirée. Elle atteint Jack Warren directement à la gorge. Le chasseur de primes s'effondre dans la poussière de la rue Maple, tué sur le coup. Alors que la foule se rassemble, Morrison ne cherche pas à parader. Il rebrousse chemin et disparaît dans le bois, conscient que ce tir vient de changer son destin à jamais. Il n'est plus seulement un incendiaire, il est désormais un meurtrier de policiers. Dès que la nouvelle se répand, le village se divise. Pour les autorités, c'est un assassin lâche. Mais pour la population écossaise et les petits agriculteurs qui se sentent écrasés par les puissants comme Macaulay, ce tir est perçu comme de la légitime défense. Pour eux, Morrison n'a pas tué un policier. Il a abattu un mercenaire étranger payé par l'usurier qui a volé sa terre. La loi exige une arrestation immédiate, mais elle va se heurter à un mur de silence qui durera 10 mois. Après le coup de feu mortel devant l'American Hotel, Donald Morrison ne s'enfuit pas vers les États-Unis comme on pourrait s'y attendre. Il s'enfonce plutôt dans les bois profonds de l'Estrie, un territoire qu'il connaît par cœur. Le gouvernement du Québec est humilié. Un seul homme, un cow-boy, défie l'autorité suprême. On déploie alors plus de 50% des effectifs de la police provinciale dans la région. Mais sur place, les agents se heurtent à une résistance invisible. Un véritable réseau de contre-espionnage se met en place. Les villageois épient les moindres faits et gestes des policiers et signalent leurs arrivées à Donald par des signaux de fumée ou en changeant brusquement de langue. La langue devient d'ailleurs une arme de guerre. Dès qu'un détective approche, les partisans de Morrison basculent en gaélique, rendant toute infiltration impossible. Et puis, il y a le boycott. La population refuse de louer des chevaux ou des voitures aux autorités, forçant les policiers à se déguiser en simples cultivateurs pour tenter de circuler incognito. Même la célèbre agence américaine Pinkerton est consultée. Fondée aux États-Unis, c'était pour l'époque la plus puissante organisation de détectives privés au monde. Elle est célèbre pour avoir traqué les plus grands hors-la-loi de l'Ouest, comme Jesse James et son gang, Butch Cassidy ou même les Dalton. Le gouvernement envisage même d'envoyer des mercenaires texans déguisés en cow-boy pour gagner la confiance de Donald. Mais le plan échoue avant même de commencer. La prime sur sa tête grimpe de 1200 $ à 3000 $, une fortune colossale, plus de 100 000 $ aujourd'hui, mais personne ne craque. Devant ce fiasco, le gouvernement sort sa carte maîtresse. L'inspecteur Silas Carpenter, on l'appelle le Sherlock Holmes québécois, chef de la police de Montréal, mais aussi un pionnier dans la science judiciaire. Avec sa large moustache et son allure d'intellectuel, il mise sur la logique plutôt que sur la force brute. Mais Carpenter comprend vite que pour vaincre un fantôme dans une forêt souveraine, la science des livres ne suffit pas. Il s'adjoint alors les services de Pierre Leroyer, un authentique coureur des bois d'origine française qui connaît la forêt aussi bien que Morrison. C'est ce choc des mondes qui va changer la donne. La stratégie urbaine et implacable de Carpenter alliée à l'instinct sauvage de Leroyer. Ensemble, ils commencent à tisser une toile invisible autour du fugitif, transformant la plus longue chasse à l'homme de l'histoire du Canada en une partie d'échec psychologique. La traque se durcit. Parfois, Donald est hébergé ici et là. On dit aussi qu'il retrouve des fois sa petite amie chez elle. Un jour, elle le cache sous son lit pendant qu'une inspection de sa maison est faite. Elle remarquera ses pieds qui dépassent et évitera qu'il se fasse prendre. L'histoire n'a malheureusement pas gardé son nom. Morrison passe aussi l'hiver sur ces terres gelées, dormant dans des granges ou des campements de fortune. C'est ici que le western devient tragique. Le cow-boy de l'Ouest n'est pas de taille face aux hivers québécois et à l'humidité des Appalaches. Une toux persistante s'installe. Le hors-la-loi commence à s'éteindre physiquement, alors que sa légende, elle, ne fait que grandir. Les journaux se font une joie de suivre sa cabane. Le meurtrier du lac Mégantic, comme il l'appelle, les fascine. Les allégations vont bon train pour savoir s'il a passé la frontière ou non. Malgré la maladie et l'étau qui se resserre, son esprit reste indomptable. Il fait passer ce message aux autorités via ses partisans. Il est d'accord pour se rendre, à condition qu'on dédommage sa famille et qu'on leur rende leurs terres.
L'hiver 1889 tire à sa fin, et avec lui, la résistance physique de Donald Morrison. La traque qui mobilise désormais plus de 120 policiers et 1 millier de volontaires est au point mort. Pourtant, dans l'ombre des grands bois, l'air commence à devenir lourd. Donald ne sait pas encore qu'il n'a plus affaire à des policiers de campagne, mais qu'il est maintenant dans le collimateur de l'inspecteur Silas Carpenter. Carpenter a compris une chose que les autres ignorent. On ne capture pas Morrison par la force. On le capture par l'usure et la ruse. Sentant que la situation peut dégénérer en bain de sang, la société calédonienne intervient pour faire le pont entre le fugitif et le gouvernement. Elle négocie directement avec le Premier ministre Honoré Mercier pour obtenir une trêve de 3 jours. Donald, épuisé par sa toux et la solitude, accepte l'accord. Il croit fermement qu'une discussion honnête va enfin avoir lieu, que le code de l'honneur qu'il a connu dans l'Ouest s'applique aussi ici. Mais pour Silas Carpenter, cette trêve n'est qu'un outil tactique. C'est un écran de fumée. Pendant que Morrison baisse sa garde, Carpenter déplace ses pions. Dans les fourrés, le coureur des bois Pierre Leroyer est à l'affût. Il est l'ombre qui surveille l'ombre. Le 21 avril 1889, c'est le dimanche de Pâques. Morrison sort de sa cachette pour se rendre chez ses parents. Il est venu chercher la paix, respirer l'odeur de la maison familiale et conclure cette négociation qu'il appelle de tous ses vœux. Mais à l'extérieur, le silence est trompeur. Carpenter a coordonné l'encerclement total de la demeure. Leroyer a donné le signal. La cible est à découvert. Alors que Donald se croit protégé par le caractère sacré de la trêve et du jour de Pâques, le piège se referme brutalement. Sans sommation, le fracas d'un coup de feu déchire le calme dominical. Morrison s'effondre dans un cri, une balle logée dans la jambe. Le cow-boy qui a survécu à 10 mois de traque dans les forêts gelées, déjouant les agents de police et les armées de volontaires, est finalement mis à terre par une trahison au pied du lit de ses parents. La trêve n'était même pas encore expirée. Le cow-boy est capturé dans le sang. Menotté et affaibli, celui qui espérait un geste de justice est jeté dans un train vers son destin. La population est sous le choc et la colère gronde. Pour faire tomber l'homme qui voulait simplement discuter, l'État a bafoué les lois les plus élémentaires de l'honneur. Aux yeux de Carpenter, c'est la victoire de la stratégie. Aux yeux du peuple, c'est un crime qui ne sera jamais pardonné. En octobre 1889, le palais de justice de Sherbrooke est en état de siège. Ce n'est plus seulement le procès d'un homme qui a tiré sur un policier, c'est un séisme politique. Pour comprendre l'électricité qui règne dans la salle, il faut regarder qui s'assoit à la table de la défense. Les avocats de Donald Morrison et de l'accusation sont ceux-là même qui, 4 ans plus tôt, ont défendu Louis Riel. La communauté écossaise a réuni ses ressources pour engager ces 2 grands avocats. Petit aparté sur qui était Louis Riel, car il aura certainement un jour son portrait sur la chaîne, donc on résume vite. Appelé le père du Manitoba, c'était le chef des Métis de l'Ouest. Il avait mené des rébellions armées pour protéger les terres de son peuple contre l'expansion du gouvernement fédéral avant d'être pendu pour haute trahison en 1885. Riel était catholique et francophone. Pour les Québécois de 1885, voir le gouvernement d'Ottawa, perçu comme protestant et anglais, pendre Riel, c'était voir un frère se faire exécuter. Ça a provoqué des émeutes monstres au Champ de Mars à Montréal. Pour le Québec, l'exécution de Riel était une blessure ouverte, le symbole d'un État prêt à écraser ses minorités pour faire régner sa loi. En engageant ses avocats, la communauté de Mégantic transforme le procès de Donald en une nouvelle bataille contre l'oppression. Ils ne laisseront pas un autre rebelle subir le sort de Riel. Donald entre dans le box des accusés, boitant lourdement. La balle reçue à la jambe lors de sa capture sanglante, alors qu'il venait désarmé pour négocier la paix, est une preuve muette de la duplicité des autorités. Le public ne voit pas un meurtrier, mais un homme qu'on a tenté d'abattre plutôt que d'écouter. La stratégie est chirurgicale. Les avocats jouent sur la fibre héroïque. Morrison a passé 10 ans dans l'Ouest sauvage. Face à Jack Warren, il n'a pas commis un assassinat. Il a réagi à un premier mouvement de son adversaire. Il ne nie pas son acte. Dans le code d'honneur du cow-boy, on ne dégaine pas en premier, on répond. Pour la défense, Warren n'était qu'un mercenaire étranger et Donald un citoyen défendant son honneur et sa propre terre. Si certains jurent que Warren n'a fait que son devoir, d'autres villageois affirment avoir vu l'Américain porter la main sur son arme. Pour le jury, composé d'hommes du peuple qui se reconnaissent en ce fils de colon, ce doute suffit. Morrison n'est pas un assassin de sang-froid. C'est un homme qui a tiré pour ne pas mourir. Il refuse donc de livrer Donald à la potence. Ils ignorent l'accusation du meurtre de premier degré et optent pour le meurtre de second degré, avec une recommandation formelle de clémence. C'est une humiliation cuisante pour la couronne, mais le juge Edward Toll Brooks veut en faire un exemple. Pour lui, la cavale de 10 mois dans les terres gelées et la résistance armée sont un affront qu'il faut punir sévèrement pour restaurer l'ordre.
Au mépris du jury et de la ferveur populaire, il condamne Morrison à 18 ans de travaux forcés. La foule a alors crié dans le palais de justice. « Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance !» Le cow-boy de Mégantic devient alors le matricule 2329 à la prison Saint-Vincent de Paul de Montréal. Miné par la tuberculose, affaibli par une grève de la faim et un refus catégorique de se soigner, Donald Morrison s'éteint le 19 juin 1894. Il n'a que 36 ans. L'ironie est cruelle. Il rend l'âme à l'hôpital Royal Victoria seulement 4 heures après avoir obtenu sa grâce royale. Son retour vers Mégantic se fait dans un cercueil, porté par un train spécial et suivi par des centaines de partisans venus saluer celui qui n'a jamais plié. Sa mort ne clôt pas le dossier, elle ouvre sa légende. Il devient le symbole d'un peuple qui refuse d'être écrasé par les puissants, transformant un simple fait divers en un traumatisme politique qui marquera le Québec pour des décennies. Aujourd'hui, au cimetière de Ghisla ou Gila, le vent des Appalaches souffle encore sur sa tombe. Sur la pierre, 2 dates. 1858-1894. Entre les deux, l'histoire d'un homme qui avait apporté le code de l'Ouest dans les hivers de l'Estrie et qui a préféré mourir libre que vivre vaincu. On pourrait être tenté de comparer la fin de Donald Morrison à celle d'Arthur Morgan. Un hors-la-loi solitaire, rongé par la maladie, fuyant une civilisation qui n'a plus de place pour lui. Mais la réalité est plus nuancée. Donald n'était pas un saint. C'était un homme colérique, capable d'harceler et brûler la maison de gens innocents, les Duquette, pour une vengeance qui ne les concernait absolument pas. Il a tué un homme qui ne faisait que son travail, aussi discutable soit-il, car la légitime défense n'a jamais été prouvée. Alors pourquoi s'y attache-t-on encore aujourd'hui ? Pourquoi son nom est-il resté gravé dans la mémoire collective du Québec ? Parce que, au-delà de ses crimes, Morrison incarne ce sentiment universel, la révolte contre l'injustice. On s'y attache parce qu'il a eu le courage de dire non à un système qui utilisait la loi pour voler les pauvres. On s'y attache parce qu'il a été trahi par ceux qui lui avaient promis la paix un dimanche de Pâques. Comme le hors-la-loi virtuel de Rockstar, Morrison portait en lui un mal qui ne pardonne pas, la tuberculose. On se demande souvent s'il aurait pu survivre s'il avait été gracié plus tôt. La réponse est cruelle, probablement pas. À cette époque, sans antibiotiques, la peste blanche comme on l'appelait était une sentence inévitable. La forêt qu'il aimait tant est devenue son tombeau avant l'heure. Ce ne sont pas les barreaux de la prison qui l'ont tué, mais l'humidité des nuits de cavale et le froid de l'hiver passé à fuir pour rester libre. Arthur Morgan disait: I gave you all I had. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Morrison, lui aussi, a tout donné à sa terre jusqu'à son dernier souffle. Dans un monde de contrats écrits en langue étrangère et de banquiers impitoyables, il a choisi le code de l'honneur et de la terre. S'il n'a pas trouvé de véritable rédemption de son vivant, il a trouvé quelque chose de plus durable, l'immortalité dans le folklore. Donald Morrison n'était peut-être pas un héros, mais il était le miroir d'une époque où, parfois, devenir un hors-la-loi était la seule façon de rester un homme debout. On remercie la municipalité de Milan et très exactement l'accueil chaleureux de Francine pour nous avoir donné accès au musée Donald Morrison. C'est un superbe endroit et on vous le recommande vivement pour suivre les traces de Donald Morrison tout autour du lac Mégantic. Si cette histoire vous a plu, laissez-nous un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur notre travail. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, on se retrouve très vite pour de nouvelles histoires. Bye!